Savez-vous d'où vient exactement l'expression « pays du soleil levant » pour désigner le Japon? Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Pour comprendre l'origine de cette expression culte, il faut remonter loin dans l'histoire du Japon, à une époque si ancienne que le pays n'était pas encore un territoire centralisé, ni ne portait le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce dernier était celui de Yamato. C'est ce qui nous amène à revenir un demi-millénaire en arrière. Les relations internationales bien implantées à cette époque étaient dominées par l'Empire chinois. Véritablement considéré comme le centre du monde civilisé, la Chine construit un système international diplomatique bien huilé impliquant près de 70 pays de l'Asie. C'est ce qu'on appelle le système tributaire sino-centré. L'empereur chinois, le fils du ciel, se place au sommet d'un ordre du monde qu'il gouverne par sa vertu, étendant son autorité sur tout ce qui est sous le ciel. Autour de lui gravite un système de souverains et de dignitaires, en Chine comme au-delà de ses frontières, qui reconnaissent sa suprématie en lui rendant tribut et reçoivent en retour titres et légitimité. La première ambassade japonaise vers la Chine aurait lieu dès le 1er siècle. Jusqu'au 7e siècle, le Japon enverra des ambassadeurs sur une base plus ou moins régulière. Même si le Yamato se relègue au rang de vassal, il faut bien comprendre que cette relation n'est pas à sens unique. Elle lui permet d'accéder à un centre du monde dont il tire des ressources essentielles. À travers ses ambassades, le Yamato acquiert des savoirs technologiques, religieux et institutionnels en envoyant moines et étudiants se former en Chine. C'est après plus d'un siècle d'interruption diplomatique que le Yamato reprend l'envoi d'ambassade en Chine, qui est nouvellement dirigé par la dynastie des Sui. Mais il faut dire que quelque chose a changé. Au tournant de cette période en pleine transformation politique, le pouvoir japonais, incarné par un souverain appelé Okimi, ancêtre du titre actuel d'empereur, commence à remettre en question cette dépendance symbolique. C'est ce qui nous amène en 607 lorsqu'une ambassade japonaise se présente à la cour des Sui. Elle apporte avec elle une lettre officielle rédigée au nom de l'impératrice Suiko. Mais la formule qui est employée tranche nettement avec les usages diplomatiques de l'époque. Voici une citation de cette lettre. Le fils du ciel du pays du soleil levant envoie cette lettre au fils du ciel du pays du soleil couchant. Et l'empereur de l'Est salue l'empereur de l'Ouest. Dès la première phrase, le Yamato envoie une pique historique. Car dans l'ordre du monde chinois, il n'y a qu'un seul fils du ciel, celui de Chine, auquel tous les autres souverains sont censés se soumettre comme vassaux. Aussi, vous aurez compris que le tout repose sur un jeu géographique. Le Japon s'identifie au lieu où le soleil se lève, à l'est, tandis qu'il renvoie la Chine à l'ouest, là où il est en déclin. Autrement dit, il ne se place plus sous le ciel chinois, mais sous un ciel qui lui est propre, éclairé par le soleil incarné de la déesse primaire du Yamato, Amaterasu. La seconde phrase enfonce le clou. Elle traite les deux souverains comme des égaux. C'est une rupture nette avec des siècles de subordination morale. Cette audace provient aussi de l'évidence que le Yamato est protégé par son isolement géographique. Donc on peut dire grossièrement que le pays du soleil levant est né avec l'affirmation qu'il était l'égal du pays qui monopolisait le ciel. C'est dans ce contexte qu'émerge cette idée durable, celle qui devient même le nom du pays, Japon, c'est-à-dire en japonais Nihon, signifiant l'origine du soleil.